Alors, le burn-out, c'est un état d'épuisement professionnel prolongé, associé à des changements neurobiologiques négatifs qui peuvent affecter notre cerveau tout simplement. C'est cela le burn-out. En deux termes, pour faire de façon très simple pour les auditeurs et les spectateurs, c'est une forme de stress chronique, un état d'épuisement professionnel prolongé. Arriver à bout, en fait. Justement, c'est que tu es fatigué. Et ça se reconnaît comment? Ça se reconnaît à travers le fait qu'on soit dans une fatigue persistante, qu'on ait des difficultés à pouvoir se concentrer, qu'on sente un changement dans nos habitudes de sommeil, qu'on sente une forme de diminution dans notre accomplissement professionnel, qu'on sente également une perte d'intérêt pour le travail qu'on est en train de faire. Toutes ces choses-là, ce sont des symptômes du burn-out. Mais il faut quand même préciser que c'est très subtil de pouvoir les identifier, mais les savoir ou les connaître à temps, ça nous permet d'anticiper beaucoup de choses et éventuellement de pouvoir éviter ce qu'on appelle le burn-out. Maintenant, moi, en disant ce que j'ai dit là, j'apprends rien aux téléspectateurs. Maintenant, pour qu'ils comprennent, c'est justement agir sur la dimension neuroscientifique au niveau cerveau, comment ça se passe. Donc, on dit que pour résumer, le burn-out, c'est une forme de stress chronique. Et quand il y a stress chronique, ça entraîne ce qu'on appelle, ça va venir affecter ou impacter le système nerveux autonome. Et quand le système nerveux autonome est impacté, ça vient créer un déséquilibre au niveau du système sympathique. Et quand le système sympathique est déséquilibré, voici ce qui se passe dans notre tête. On a du mal à pouvoir se concentrer, on a du mal à pouvoir réguler nos émotions pour la simple raison que quand le système sympathique est activé, ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on est en mode fuite, on est en mode combat, on est en mode sécurité, on est en mode on se ferme à tout. Ouais. Et dès qu'on est dans une situation comme ça, on est distrait. Et quand on est distrait, on n'arrive pas à se concentrer. Ouais. Et l'autre conséquence également, on a du mal à prendre des bonnes décisions. Ça affecte notre capacité à prendre des bonnes décisions. Parce qu'on n'est pas concentré. Parce qu'on n'est plus concentré. Mais également, ça nous met dans une prédisposition à pouvoir tout simplement avoir des difficultés, des variations au niveau émotionnel. Donc, on n'arrive pas à pouvoir réguler ce niveau-là. Donc, encore une fois, c'est pour dire combien de fois ça peut avoir des conséquences sur notre Mais il y a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, hein. Il faut le dire. Au début, moi, je ne m'en rendais pas compte parce que moi, ça ne me dérangeait pas de travailler tant qu'il y avait du travail. Au début, en fait, il y avait un objectif à atteindre par jour. Et bien, il fallait atteindre l'objectif. Sauf qu'au bout d'une semaine, ça devient suffisamment difficile. Même au début de cette émission, c'est arrivé à 3h du matin faire une émission toute la semaine au bout. Finalement, on se disait, bah, la télé, c'est bien, hein, qu'elle réveille les gens à 6h du matin, c'est très bien parce qu'ils te disent, ouais, tu fais une émission, mais après, je suis fatigué. Et ça ne produit plus, en fait, grand-chose. Exactement. Ça entame votre rentabilité. Tantôt ça va, tantôt tu es de bonne humeur, exactement. Ça bascule de l'autre côté. C'est justement ce qu'on est en train de dire parce que tout simplement, ça va permettre une dominance du système sympathique et ça va faire de sorte que le système parasympathique qui te permet d'être beaucoup plus concentré, de pouvoir justement prendre de très bonnes décisions, etc. Ouais. Donc ça, c'est il faut s'organiser en fait. C'est pourquoi on te dit que quand tu accélères, à un moment donné, il faut freiner. Et c'est pourquoi on crée des congés. C'est pourquoi au sein des différentes entreprises, on doit y prêter attention pour justement ne pas faire de sorte que les cadres que nous avions, à force de trop les utiliser, ils finissent par devenir improductifs. Ils font plusieurs choses à la fois. C'est comme quand vous pressez l'orange. Ils travaillent longtemps et à un moment donné, vous-même vous sentez que la performance, il n'y a plus de jus. Et donc, il y a une diminution de l'accomplissement professionnel. Et c'est pourquoi il faut éviter cela. Il faut éviter qu'on y soit. Et la meilleure façon d'éviter cela, c'est d'éviter que le stress soit très chronique. Et parce qu'à partir du moment où le stress il est chronique, on active des régions du cerveau qui nous empêchent encore une fois de prendre des bonnes décisions, de réguler nos émotions et de pouvoir être concentré. Maintenant, quand on parle du rôle que peuvent jouer les entreprises, dans la prévention du burn-out, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que les entreprises ont un très grand rôle à jouer pour préserver le burn-out chez leurs employés. Pourquoi? Parce que les entreprises, ils agissent à quel niveau?
ils mettent en place de bonnes pratiques ou des politiques favorables tout simplement à la gestion ou à la préservation du burn-out chez leurs employés. En quoi faisant simplement? Il faut d'abord retenir que le simple fait de mettre un environnement de travail sain, cela peut contribuer à réguler le système nerveux sympathique. Et ce qui va favoriser... Tel que le petit déjeuner pour ceux qui se réveillent à 5h du matin. Tu vois quoi? C'est pas ce que j'ai envie de dire. Par exemple, comme vous voyez, dans des grandes firmes, on va jusqu'à mettre des salles de sport au sein des entreprises. Exactement. On ne le fait pas pour autre chose. On le fait parce que tout simplement... Non, on en a un ici. Hein. On sait que... Je te coupe pas la parole, mais tu sais de quoi je parle. Hein? Si tu fais 5 étages le matin, tu n'as plus besoin d'aller en sport. Ça, en fait, au lieu que ça ne réduise ton stress, ça va renforcer le chemin neuronal qui va te conduire à être plus stressé. Donc, c'est de créer un environnement de travail favorable et sain pour le développement du bien-être mental. Mais c'est également la possibilité de permettre à ce que ces employés-là puissent bénéficier d'un certain nombre de soutiens social. Ils puissent bénéficier d'un certain nombre de formations pouvant les permettre de pouvoir gérer ce qu'on appelle le stress, de pouvoir identifier rapidement ou d'avoir des signes précurseurs du burn-out tel qu'on a présenté dans la première partie. Il faut former les employés à ça, mais au-delà de ça, il faut former les managers qui gèrent donc des équipes à pouvoir facilement lire des signes de burn-out chez leurs collaborateurs afin de savoir derrière comment on s'y prend pour les mettre dans des conditions. Mais au-delà de ça, il faut mettre en place des moyens de communication qui peuvent venir à sécuriser les employés afin de les permettre de pouvoir s'exprimer et que quand ils expriment des choses comme ça, que ça ne se retourne pas contre eux en termes de sanctions ou dire que maintenant ils se prennent, maintenant ils ne veulent plus travailler, mais qu'on les comprend et qu'on tienne ça en compte pour pouvoir justement travailler sur une forme de flexibilité dans l'horaire de travail. Mais au-delà de ça également, il faut aller plus loin. Il faut contribuer à créer une forme d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de l'employé. Et c'est justement là où on parle de flexibilité au niveau des horaires. Aujourd'hui, avec le développement de la science, on a jusqu'à certaines entreprises qui introduisent du télétravail pour permettre quelque part à certains employés de pouvoir récupérer ou de travailler à mi-temps, ou on fait des cycles de roulement pour permettre à des gens de travailler. Parce que la simple raison, si tu uses tes employés, ils seront improductifs à force de trop utiliser quelqu'un. Et quand tu ne le produis pas, ton entreprise ne va pas devant. Et en ce moment-là, tu es fâché, tu t'irrites. Et ça, c'est justement un des facteurs très importants dans la gestion des talents. Souvent, il y a les managers, il n'y en a pas de managers qui n'aiment pas les talents. Il n'y en a pas de manager qui n'aime pas avoir des personnes compétentes autour de lui. Quand il l'a, il veut vraiment l'utiliser. Mais de la même manière que tu as envie de l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est compétent, tu dois le préserver pour qu'il puisse continuer à donner au même niveau, selon le même rythme, pendant le moyen et long terme. Tu dois être préoccupé par ça. Sinon, finalement, il peut avoir un dégoût même, un manque d'intérêt pour le travail qu'il est en train de faire. Et c'est justement les entreprises aujourd'hui doivent être beaucoup plus regardantes sur ça. Et c'est pourquoi, encore une fois, les grandes entreprises aujourd'hui, je le vois avec une très grosse société minière, je ne ferai pas de publicité, qui récemment avait lancé un appel d'offres pour recruter un coach comme ça, pour justement tenir compte de ce facteur psychologique, pour apporter des soutiens aux employés, les permettre justement de venir parler. Ça s'appelle le soutien social au sein des entreprises. J'espère que vous avez gagné l'appel d'offres. C'est des choses qu'il faut tenir en compte. Mohamed Ali, il cherche toujours la bête noire à mettre là-dedans. Tu n'entendras absolument rien de moi. Ne me crée pas des problèmes ce matin.